Au bord de l'eau, page 326, partie 78, chapitre 12. Le chancelier lui dit: Enseigne, tâchez de donner le meilleur de vous-même et de montrer votre science des armes. En entendant cette injonction, Zhu Jin empoigna son espondon, se mit en selle et fit une démonstration de son savoir-faire devant la tribune. Virevoltant à droite et tournant à gauche, tournant à droite et virevoltant à gauche, il parada en exécutant avec son arme plusieurs séries de mouvements. Tous les spectateurs lancèrent des bravos. Le chancelier dit alors qu'on appelle le soldat exilé de la capitale orientale, Yangzi. Le fauve à face bleue sortit des rangs et se présenta devant la tribune, en lançant une grande saluade. Yangzi, lui dit le chancelier, je sais que tu as été autrefois commissaire de la garde du palais à la capitale orientale, avant d'être banni ici pour crime. Actuellement, bandits et brigands s'agitent avec plus de fureur que jamais. Contre eux, le pays a besoin d'hommes. Oserais-tu te mesurer en combat singulier avec l'enseigne Zhu Jin? Si tu remportes la victoire, tu prendras sa place. Yangzi répondit: Sous le bon plaisir de votre grâce, comment avoir le front de se soustraire à ses commandements? Le chancelier Liang donna l'ordre d'aller chercher un cheval de bataille et chargea le responsable des magasins de fournir les armes requises. Yangzi reçut ordre d'aller s'équiper et d'affronter Zhu Jin. Il alla chercher l'armure que le chevalier lui avait donnée la veille au soir, s'en revêtit, boucla sa cuirasse, mit une capeline, prit un arc, des flèches et un coutelas, puis un long plaçon à la main. Il sauta en selle et débaucha à franc étrier sur le terrain. En le voyant, le chancelier Liang prononça que Yangzi commence par une joute au plançon avec Zhu Jin. Zhu Jin, lui, ne décollerait pas et grommelait. Quoi? Ce bandit, ce gibier de bagne ose venir croiser le fer avec moi? En vérité, qui eût prédit que ces mésaventures conduiraient un jour le fauve à face bleue à affronter Zhu Jin en combat singulier? Et pourtant, sans ce combat, sa destinée eût été différente. Mais c'est le cas de le dire. Les soldats par myriades connaissent son nom. 1000 cavaliers tremblent au bruit de son nom. Quelles furent donc les péripéties et les conséquences de ce duel entre Yangzi et Zhu Jin? Laissez-nous vous narrer la suite et vous le saurez bien vite. Chapitre 13. À la capitale du Nord, le fauve à face bleue fait des prouesses d'armes. À la contrecarpe de l'Est, le mangeur de ravelin veut remporter la palme. À ce moment-là, dit l'histoire,
Zhu Jing et Yang Xing retenaient leur monture, vinrent s'arrêter sous les bannières, n'attendant que l'instant d'engager le combat. Mais l'intendant général Wenda s'écria: « Arrêtez !» Il monta en personne à la tribune et rendit compte au chancelier Liang en ces termes: « Aux ordres de votre grâce, à propos de ces deux hommes qui vont se mesurer un combat singulier, nous ne savons certes pas qui sera le meilleur, mais n'oublions pas que les armes sont choses sans merci, qui ne sont bonnes qu'à tuer les bandits et pourfendre les brigands. En ce jour où il ne s'agit que d'une joute à l'intérieur même de notre armée, craignons que cela ne se solde par des blessures. Légères, nos hommes resteront invalides. Graves, ils y perdront la vie. Dans les deux cas, notre armée en pâtira. Aussi, pourrions-nous munir des mornes les lames de leur fer, qu'on en enveloppe les pointes d'un tampon de feutre frotté d'un peu d'argile et qu'ensuite chacun remonte en selle vêtu d'un pourpoint noir. Ainsi, il sera facile de voir le nombre de coups d'estoc reçus, et celui qui aura la plus grande touche sera déclaré vaincu. Voilà qui me paraît fort conclu, approuva le chancelier, qui donna aussitôt des ordres en conséquence. Les deux adversaires obéirent et se rendirent derrière la tribune. Ils enlevèrent la pointe de leurs armes et la remplacèrent par une flèche de feutre, qui leur donna à peu près l'allure d'une longue plantard à bulbe. Chacun enfila un pourpoint noir, alla tremper le bout de son arme dans un seau de glaise délayé, puis remonta à cheval et retourna sur le terrain. Zhu Jing fit bondir sa monture, leva son plançon et se lança sur Yang Zi qui, de son côté, excitant son destrier du plat de la main et brandissant son arme, se rua sur l'assaillant. Le tournoi s'engagea. Tous deux, allant et venant, passant et repassant, puis se confondant en un seul bloc, inextricablement emmêlés sur les scènes. C'était la lutte d'homme à homme. Mais les montures luttaient aussi, bête contre bête. Ils firent ainsi quelques 40 ou 50 assauts. Alors, à voir Zhu Jing, on eût vraiment dit qu'il s'était éclaboussé de pâte de soja, car son pourpoint était constellé de taches blanchâtres. Une cinquantaine peut-être. Yang Zi, en revanche, n'avait été atteint qu'une fois, au défaut de l'épaule gauche. Ce que voyait le chancelier, ravi, appela Zhu Jing à la tribune. Puis, considérant ses mouchetures, « Mon prédécesseur, dit-il, t'a élevé au rang d'enseigne. Cependant, à voir la façon dont tu te bats, on se demande ce que tu ferais en campagne au sud ou en expédition au nord. Tu n'es pas à la hauteur de ton grade. Désormais, que Yang Zi prenne la charge de cet homme. » Alors, l'intendant général Lin Cheng s'approcha de la tribune à son tour et dit respectueusement au chancelier Liang: « Si Zhu Jing n'est pas familiarisé avec le maniement du plançon, le tir à l'arc et l'équitation sont en revanche ses points forts. S'il est démis de sa charge inconsidérablement, cela risque de porter atteinte au moral des troupes. Auriez-vous une objection à ce qu'on fît un concours de tir entre Zhu Jing et Yang Zi? Voilà qui me paraît fort conclu,
acquiesça Derechef le chancelier, qui ordonna aussitôt un concours de tir à l'arc entre Zhu Jin et Yang